Bien. Rebonjour à ceux que j'ai vus ce matin et bonjour aux autres. Donc, rapidement, je me présente. Je m'appelle Franck Sosté. Donc, je suis directeur de l'Institut Ulysse, qui est donc un service commun à l'Université de Nice, Sophia Antipolis, qui, je dirais, communique et travaille autour de toutes les formations et la recherche en tourisme dans l'université, et qui travaille aussi, comme je l'ai dit ce matin, dans le cadre de l'Université Côte d'Azur, qui est une structure dans laquelle il y a aussi les écoles d'art, les écoles de commerce, dont les étudiants sont, je crois, présents ici. Il y a bien sûr mes étudiants du master de e-tourisme qui sont présents et qui sont restés jusqu'au bout, je les remercie. Alors, j'ai accepté la proposition de mon ami Jean Bernard de faire, je dirais, cette intervention en respectant ce qu'il me demandait, à savoir de faire quelque chose, 5 minutes, si tu veux, autour de ce qui s'est dit. Donc, ce que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai donc pas construit un PowerPoint, j'ai fait donc un mode conférence en essayant d'intégrer dans évidemment quelque chose que j'ai préparé, je vous mentirais en disant que je n'ai rien préparé du tout, en intégrant donc un petit peu ce qui a été dit et en essayant de donner une certaine vision qui est en liaison avec mon domaine de compétences en termes de recherche. Je suis également membre d'un laboratoire du CNRS, c'est les aspects un peu économiques autour de tout ça. Alors, donc, d'entrée de jeu, évidemment, j'aurai un positionnement, Eric, par rapport à ce que tu viens de dire, un peu particulier, puisqu'effectivement, je pense que derrière ce qui a été fait par le CRT, etc., c'est quelque chose qui va dans le sens du collaboratif, on va dire non marchand, je dirais, c'est évident, avec des enjeux qui touchent, je dirais, à l'humain, tout ce qui s'est passé dans notre région. Donc évidemment, là j'ai beaucoup plus de mal à l'intégrer. Je dirais que c'est le collaboratif magnifique, efficace, et qui développe plein de valeurs humanistes, etc. Là, je vais quand même centrer, disons, sur les aspects plus économiques, puisque c'était au départ le tourisme collaboratif, l'économie collaborative, toutes les discussions qui ont eu lieu ce matin, et donc j'aimerais surtout centrer mon débat là-dessus. Alors, j'ai retiré de ce qui s'est dit, de ce que j'avais pensé également, 5 remarques sur le tourisme collaboratif, ou ce que j'appelle plus généralement l'économie collaborative, et autour de ces remarques, j'en tire un certain nombre d'enseignements, c'est logique, et je fais quelques propositions très modestes à nos collègues professionnels du tourisme. Je vois que Michel Chan a l'air parti, c'est dommage, j'avais quelques petites propositions à lui faire. Alors, quelles sont les remarques que je fais dès le départ? Alors, de ce qui s'est dit ce matin et de ce que j'avais un petit peu analysé, en fait, on parle souvent donc de Airbnb, Abritel, Holidays, donc comme étant, je dirais, les épouvantails concurrents de l'hôtellerie notamment, et donc du tourisme traditionnel. Et les discussions émergent actuellement, on le voit bien, on parle beaucoup des difficultés des hôteliers face à ce système considéré quand même relativement comme émergent. Or, tout à l'heure, autour de la table ronde, il y a une discussion qui était très claire. C'est un phénomène qui n'est pas récent. Je veux dire, si on regarde l'histoire, j'ai regardé, effectivement, Airbnb c'est 2008, donc c'est pas très vieux. Abritel c'est 1997, Holidays 1999. Et si j'intègre effectivement toutes les formes, on va dire, d'économie collaborative qui ont précédé la mise en place donc, de ces structures, je pense notamment à tout ce qui s'est passé au Canada. Je ne sais pas si vous connaissez les systèmes de CEL qui, en fait, étaient des systèmes au cours desquels on définissait un mode d'échange, qui était, par exemple, on dit 1 heure de travail d'un jardinier, c'est 1 heure de travail d'une femme de ménage, et on échange, je vais faire le ménage chez vous, vous venez faire le jardin chez moi, et on arrive comme ça à du système collaboratif. Ça a 30 ans. Donc, première remarque, un étonnement de ma part en tant qu'économiste que nos amis hôteliers ou les amis collègues professionnels du tourisme s'étonnent de l'émergence pour eux de ce phénomène, puisque c'est un phénomène assez ancien. Et je pense qu'il y a quelque chose qui relève d'une certaine manque de prise de conscience de cette évolution. 30 ans, on aurait peut-être pu, je dirais, finalement y réfléchir un petit peu avant. Deuxième remarque de ce que j'ai entendu ce matin, mais que je savais également, ce matin et cet après-midi, en fait, ça ne touche pas évidemment que l'hébergement. Là, j'ai centré la discussion sur l'hôtellerie, parce que c'est une discussion que j'ai souvent avec nos collègues hôteliers, mais ça touche aussi, par exemple, la restauration. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise Cookening, qui fait en fait le même principe que Airbnb, mais pour la cuisine. Il y a le transport, vous connaissez tous Blablacar, évidemment, c'est connu. Et les tours opérateurs, je citerai un des plus gros qui s'appelle Viable, qui est un système également dans lequel je peux utiliser les mêmes procédures que dans Airbnb et Blablacar pour tout ce qui relève du tour opérateur. Donc en fait, on s'aperçoit que finalement, on est face à un phénomène qui est beaucoup plus général, qui ne touche pas qu'un secteur du tourisme, mais l'ensemble, même si on centre beaucoup sur le transport et sur l'hôtellerie. Alors, il y a autour de cette conception-là, de l'économie collaborative, en fait deux concepts important à développer, c'est le concept de partage et d'entraide. Je crois qu'effectivement, alors
là on rejoindra peut-être un petit peu ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire à la base, ça relève de quelque chose qui n'est pas forcément une contestation économique de quelque chose de précis. Au départ, c'est effectivement l'idée que, effectivement, on peut développer l'entraide et l'échange de compétences, et ça, c'est quelque chose qui est important à la base. Après, évidemment, on va le voir, ça va être transformé et récupéré autrement, et même utilisé, je dirais, comme un positionnement fort par rapport même au système marchand dans lequel on vit. Mais disons que fondamentalement, ce sont des éléments qu'il faut toujours avoir en tête. Parce que c'est ce qui a un impact, à mon avis, sur la population, c'est ces deux mots, partage et entraide. Donc ça, c'est le deuxième point. On est donc sur quelque chose d'assez large, avec effectivement ces deux idées précises. Ensuite, je dirais que, alors j'avais mis en quatrième point, mais je vais le mettre en troisième point. Je pense que c'est fondamentalement aussi, là c'est l'économiste qui parle, une remise en cause profonde du fonctionnement de notre économie de marché. C'est-à-dire, c'est en gros une contestation du système capitaliste, la finance mondialisée, etc. Et c'est d'ailleurs repris par, vous connaissez ce terme, les bobos, finalement, qui ont effectivement énormément insisté là-dessus. Je suis donc un bourgeois relativement riche, mais je suis un peu révolutionnaire, et j'ai, disons, une position par rapport à l'économie de marché qui est très contestée. Et donc, je m'empare de tous ces systèmes de consommation alternative. On a cité ce matin les Fab Labs, on peut citer les jardins collectifs sur les toits des immeubles, l'envie de vivre dans des conditions locales. On a parlé des greeters ce matin. C'est, vous vous rappelez, les guides. Je fais visiter ma banlieue à des touristes qui viennent en vacances, et donc je leur montre les conditions de vie dans lesquelles je suis, etc. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est de mon point de vue aussi important, c'est qu'il y a fondamentalement, j'y reviendrai, une contestation du fonctionnement de notre économie de marché, au niveau national et international, bien sûr. Et ça, on le repère peut-être un petit peu moins. Le troisième élément qui me paraît important, et là je l'avais mis en cinquième, la suite, le quatrième élément, c'est la crise économique. Je pense qu'il ne faut quand même pas oublier une chose importante, c'est qu'on vit aujourd'hui dans des conditions économiques compliquées, avec des niveaux de vie extrêmement hétérogènes. On voit que la classe moyenne se tasse, qu'il y a de plus en plus l'émergence d'une classe en difficulté. Une classe moyenne donc traditionnelle qui se tasse, avec une partie qui va rejoindre la classe supérieure, et puis effectivement une masse de gens qui sont objectivement dans des difficultés économiques, et ça touche d'ailleurs au niveau de développement du pays qui ne cesse de se dégrader au cours du temps. Donc forcément, soyons clairs, des entreprises comme Airbnb, etc., on l'a dit ce matin, c'est hyper attractif puisque c'est moins cher. Et que donc, effectivement, si je veux voyager dans des conditions économiques plus viables par rapport à mes moyens, eh bien, je vais me tourner beaucoup plus facilement vers ces entreprises. Le collègue ce matin, tout à l'heure à table ronde disait qui est allé chez Airbnb pour des raisons du plaisir, de ci, de ça, et qui y allait pour des raisons économiques. Vous avez vu ce matin, tout à l'heure, tout le monde disait que c'est pour des raisons économiques. Donc, c'est un élément important. Il ne faut pas négliger l'aspect crise dans le développement de ce système d'économie collaborative et du tourisme collaboratif. Enfin, le dernier point, qui est pour moi évidemment mon angle d'attaque, je dirais, c'est le développement du Web 2.0, c'est-à-dire effectivement le développement donc, des réseaux sociaux, qui sont devenus un outil qui dépasse évidemment l'échange de communication primaire, mais qui va devenir aussi un élément important dans la relation marchande, comme je vais tenter de le montrer ensuite. Et donc c'est quelque chose qui va jouer de manière importante, qui va impacter très fortement sur le développement de l'économie collaborative et du tourisme collaboratif. Autrement dit, pour moi, le développement des nouvelles technologies, enfin non, elles sont plus nouvelles, des TIS, le Web 2 notamment, va marquer un pas important dans la capacité que vont avoir les gens à échanger des informations et à commencer effectivement tranquillement à pouvoir contester le pouvoir un petit peu dominant des entreprises traditionnelles sur les produits qu'ils proposent. Donc c'est mes 5 remarques de base qui viennent de ce que j'ai entendu ce matin et un petit peu de ce que je pense. Et autour de ces remarques, donc, je vais essayer de tirer quelques enseignements. Je vais essayer d'être relativement rapide. Je vois mon Jean-Bernard qui s'inquiète. Alors tout d'abord, qu'est-ce que je retire comme enseignement ? Je l'ai déjà dit. Pour moi, si vous voulez, tout ceci traduit un changement radical dans la relation marchande entre les consommateurs et les producteurs, bien au-delà du tourisme. Et j'ai entendu ce matin le mot mécanisme disruptif. C'est un mot qui est évidemment très très prenant par rapport à cette thématique. C'est l'idée qu'effectivement, le tourisme collaboratif fait partie d'une rupture dans la relation marchande, c'est-à-dire, et cette rupture est matérialisée par le fait que l'on souhaite développer un autre type de relation, et le tourisme collaboratif en est un exemple, mais pas seulement. Donc effectivement, pour moi, ce phénomène, c'est un changement radical donc, dans les modes de communication.
et qui va notamment révolutionner fondamentalement la relation entre le consommateur et le producteur, entre le touriste et l'entreprise touristique. Alors qu'est-ce que je veux dire? En fait, soyons clairs. Avec le développement des réseaux sociaux, on constate que les consommateurs se sont progressivement retrouvés en position de force dans les échanges avec les entreprises touristiques, en particulier les entreprises en général. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises se sont retrouvées contestées sur la qualité de leurs produits, sur la qualité des services, sur leur réputation, par le développement des réseaux sociaux qui font qu'en très peu de discussions, je suis capable effectivement de donner un avis négatif sur l'hôtel, sur le restaurant, sur tout ce que je veux. Et ça, évidemment, ça a amené une certaine, je dirais, déformation de la relation offre-demande, si là je raisonne d'un point de vue économique, c'est qu'en fait, de ce point de vue, le consommateur, le demandeur, a le pouvoir. Il a le pouvoir de faire ou de défaire l'image d'une entreprise, la qualité du produit, sans que l'entreprise, au départ, ait véritablement les moyens de le contrer. C'est-à-dire qu'effectivement, rien n'empêche un consommateur de dire ce qu'il veut sur telle ou telle structure. Michel est parti, mais j'ai eu l'exemple, on avait discuté quelque temps, d'un hôtelier qui voyait dans la région, qui voyait ses ventes, c'est la location de chambres baisser considérablement. Il lance une enquête en essayant de comprendre, il ne voyait pas pourquoi, il s'était rendu compte qu'il y avait des gens qui commençaient à tweeter de manière très très négative sur sa chambre et qui mettaient des photos d'une chambre de son hôtel qui était complètement détruite. Ou relativement abîmé. Alors évidemment, il essaie de se rappeler ce qui s'est passé, il se souvient, il me raconte l'histoire, il m'explique qu'en fait, il y a quelque temps, son hôtel était plein, il y a un couple d'Anglais qui a voulu rentrer dans l'hôtel et ils ne trouvaient pas de place. Et donc, il a voulu être sympa avec eux, il leur a dit, bon écoutez, j'ai cette chambre-là qui n'est pas en bon état, je suis désolé, je vous la fais à un prix ridicule, etc. Mais je veux bien vous la prêter en termes de soutien. Les Anglais sont entrés dans la chambre, ils ont fait des photos et ils ont tweeté en disant cet hôtel est un très mauvais hôtel, tout va mal, etc., etc. Donc on voit bien qu'effectivement, le consommateur, dans le développement du Web 2, a un pouvoir assez important sur l'entreprise. Et ça, évidemment, on va le voir, ça a un certain impact, je dirais, sur le développement du tourisme collaboratif notamment. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors justement, très très bien. Donc on voit bien que ce que je mets en avant, il ne faut pas négliger le développement du e-tourisme donc, comme étant un élément important dans le développement de ce type d'activité. Le e-tourisme, c'est je communique, j'échange, etc. Mais évidemment, il y a une étape supplémentaire, qui est l'avènement du smartphone. Ça tombe bien, merci d'avoir présenté à l'avance ce que j'allais dire. Le smartphone, il a renforcé le processus que je suis en train de décrire. Pourquoi ? Parce qu'avec le smartphone, dans ce qu'on appelle le M-tourisme, vous êtes d'accord avec moi, j'ai même plus besoin d'attendre d'être rentré chez moi, d'allumer mon ordinateur pour dire j'étais pas content de tel ou tel service. Je suis en train de manger, le repas me plaît pas, je prends mon téléphone et avant même d'avoir payé l'addition, je dis c'était dégueulasse, je suis pas content, tout va mal, etc., etc. Donc ça veut dire que on est passé au temps réel. C'est-à-dire qu'effectivement, la réaction du consommateur, elle ne prend plus de temps. Elle est en temps réel et je dois être en situation systématique de pouvoir répondre à cette difficulté, à savoir que j'ai eu une série de tweets, une série d'informations extrêmement négatives sur moi. Donc, en fait, le passage du e-tourisme au m-tourisme n'a fait que, de mon point de vue, renforcer le pouvoir du consommateur dans la relation avec l'entreprise, ce qui, évidemment, joue un rôle très très important. Alors, vous allez me dire quel est le lien avec le tourisme collaboratif ? Eh bien, ça tombe très bien, je vais vous le dire. Le lien avec le tourisme collaboratif, c'est que pour moi, le tourisme collaboratif n'est qu'un renforcement de ce que je viens de décrire, c'est-à-dire le pouvoir du consommateur sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça apporte ? Le tourisme collaboratif, c'est que le consommateur, non seulement il est en situation de pouvoir contester la qualité des produits, la réputation de l'entreprise, donc ce que propose l'entreprise, le producteur, mais il est capable aussi de devenir producteur lui-même. Il se positionne d'un point de vue concurrentiel sur le marché, donc la location touristique, je pense à l'hôtellerie notamment, Airbnb, etc. Et donc, il devient en plus un acteur producteur, et donc sa contestation va beaucoup plus loin, puisqu'il est en situation de pouvoir également dire, non seulement je critique tel ou tel type de produit, mais ensuite, moi, je suis capable de produire ou de présenter un produit qui est beaucoup plus efficace, bien meilleur, etc., etc. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, le tourisme collaboratif, de mon point de vue en tout cas, d'un point de vue économique, s'est greffé sur cette histoire de changement radical dans les relations clients-entreprises au niveau donc du développement des nouvelles technologies et du Web 2 en particulier et du M-tourisme également. Et c'est ça qui fait la force, je dirais, de ce système. Ça, effectivement, aujourd'hui, on est en une situation où il est extrêmement difficile, je pense, pour une entreprise quelconque de pouvoir remettre en cause ce pouvoir de marché directement, puisqu'effectivement, on le voit bien, le consommateur a quelque part relativement tous les droits. Il
il n'y a aucune limite, je dirais, à la communication, et c'est donc extrêmement compliqué. Alors, qu'est-ce que peut faire l'entreprise dans ce contexte-là ? Évidemment, mon approche peut paraître assez négative, elle l'est, quelque part, au départ, mais disons que l'entreprise peut justement se positionner par rapport à ses réseaux sociaux, et notamment donc à considérer, je pense, la gestion de la relation client par le Web 2 et les nouvelles technologies comme étant un véritable enjeu stratégique. C'est peut-être pas encore assez développé dans toutes les entreprises touristiques, et là je suis vraiment déçu que Michel soit parti parce qu'on en a déjà parlé. Dans l'hôtellerie, c'est particulièrement beaucoup plus difficile à faire comprendre. C'est-à-dire que le site internet, la gestion de contenu sur les réseaux sociaux, c'est véritablement un outil de communication essentiel avec les clients. C'est-à-dire ça permet d'identifier ses critiques, ses besoins, et donc d'essayer évidemment forcément d'y répondre. Mais quand je dis y répondre, et c'est là où toute la difficulté est grande à faire comprendre ça à certains professionnels, c'est pas d'y répondre en tapant 3 lignes sur Internet, c'est de répondre véritablement techniquement, je dirais, à la question posée, et ça peut même aller jusqu'à remise en cause de l'organisation, développer des plans qualité, améliorer évidemment physiquement la qualité des produits, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui relève véritablement d'un enjeu effectivement stratégique et avec forcément un coût financier. Donc ça c'est important de le dire, je crois. La solution, c'est de comprendre que le tourisme collaboratif relève bien effectivement à la base d'un changement radical dans les relations clients et qu'il faut prendre la main sur cette relation client avant toute chose. Ça ne va pas forcément solutionner tout, mais c'est à mon avis la base économique de tout. Ça ne sert à rien d'essayer de se battre concurrentiellement comme ça avec aucune arme contre eux. Les prix sont moins chers, il n'y a pas à discuter. C'est pas ainsi qu'on arrivera, je dirais, à les contester. Alors donc ça veut dire effectivement faire un gros travail sur les réseaux sociaux. Alors de quelle nature ? Évidemment déjà un travail d'information. Je pense que c'est important de dire que suivre les sites, TripAdvisor, vous les connaissez tous, MetaSearch, Trivago, etc., c'est une chose importante. Qu'est-ce qu'on dit sur moi ? Qu'est-ce qu'on dit sur le secteur, sur ces sites ? Il faut savoir, par exemple, j'ai vu les derniers chiffres en France, 68% des Français annoncent qu'ils ont réservé des chambres d'hôtel par ces sites-là, et 70% de ces 68% disent qu'ils ont été totalement influencés par ce qu'ils ont lu. C'est-à-dire qu'effectivement, la grande majorité aujourd'hui des gens qui prennent des hôtels se réfèrent aux avis sur Trivago, etc., etc. Donc ça veut dire que la première réflexe que je dois avoir en tant qu'entreprise hôtelière, là j'ai un peu centré mon débat sur l'hôtellerie, c'est qu'est-ce qu'on dit sur moi et quels sont les avis qui sont mis dessus. Il faut également suivre les forums de discussion. Alors, vous connaissez tous Lonely Planet, etc. C'est important aussi de voir comment se forment les échanges. Je crois que Lonely Planet, c'est quand même, ça touche près de 13 millions d'internautes par an. C'est énorme, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir une analyse de cela. Il faut également, je pense, bien sûr, se mettre sur les réseaux sociaux traditionnels, Facebook, Twitter, pour ne citer que. Il faut aussi s'intéresser aux réseaux vidéo. On a parlé tout à l'heure de YouTube, de Dailymotion ou Flickr, par exemple. Je peux poster des images, je peux poster donc mettre en avant la qualité visuelle de mes produits. Donc, je commence déjà à rentrer un peu dans un positionnement où je dis voilà, peut-être qu'on peut critiquer telle ou telle chose, mais je peux mettre en évidence un certain nombre de mes qualités. Et le visuel, on sait finalement, vous savez tout, surtout chez les jeunes, ça a une importance cruciale. Mais bien sûr, si la prise d'information elle est essentielle, ça suffit pas. Vous le savez tous que la question de la réputation de l'entreprise, etc., c'est pas quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est dynamique. Donc, je suis obligé de mettre en place forcément ce que j'appelle un processus de veille. C'est-à-dire qu'il faut que j'essaye ensuite de voir comment je peux suivre ces avis, pas seulement de les voir en temps one-shot, comme on dit, il faut que j'ai un suivi, et pour ça, il faut que j'utilise des logiciels de veille. Alors, par exemple, je vous cite quelques-uns qui sont utilisés potentiellement dans l'hôtellerie. Vous avez Factiva ou Clout, je ne sais pas si vous connaissez ces logiciels. Alors, ce sont des logiciels qui mesurent l'influence de la firme sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelque chose qui va m'indiquer, je dirais, comment je suis perçu sur les réseaux sociaux par rapport à mon activité, etc. Donc si je réussis à récupérer, évidemment, il faut les acheter, j'achète ces logiciels, et bien effectivement, j'ai la possibilité donc de suivre un petit peu ce qu'on dit de moi et comment ça se configure. On peut également utiliser un que j'aime bien qui s'appelle Empire Avenue, c'est un logiciel américain qui lui carrément vous attribue des points en fonction de votre action sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il vous dit, bon, tu n'es pas assez actif, il faudrait que tu sois plus actif et tu as tant de points d'activité, donc il faut éventuellement, alors c'est un peu directif, mais ça permet effectivement aux entreprises de rentrer dans une logique où elles intègrent que le travail sur ces réseaux sociaux, le travail sur le Web 2, c'est
tenter de reconquérir progressivement la relation client, de reconquérir son client et de pouvoir alors se positionner éventuellement avec d'autres types d'entreprises. Et oui, j'ai en tête bien sûr tout ce qui relève de l'économie collaborative ou du tourisme collaboratif. Donc, vous l'avez compris, pour moi, la gestion des réseaux sociaux, c'est un élément crucial. C'est une clé de voûte, je dirais, dans le repositionnement concurrentiel de l'entreprise. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est comme ça, à mon avis, que les hôteliers, par exemple, pourront envisager de reconquérir des parts de marché par rapport à Airbnb et à Britel. Parce que n'oublions pas que ces entreprises-là, comme je l'ai dit, elles sont le croisement de plusieurs facteurs, la crise économique, la contestation du système économique, de l'organisation marchande, mais également l'avènement du Web 2, ça j'en suis absolument convaincu. Alors, comment peuvent-elles faire, finalement, concrètement, pour gérer tout ça ? La première chose qu'il faut, je dirais, les convaincre de faire, c'est de recruter quelqu'un qui va le faire. Alors, le recruter directement ou travailler avec une société qui va le gérer pour eux, c'est-à-dire faire du community management ou du revenu management. Je pense qu'aujourd'hui, ne pas avoir directement ou indirectement un lien avec un community manager, c'est suicidaire. C'est suicidaire pour tout type d'entreprise, mais bien sûr particulièrement pour les entreprises touristiques. Il est nécessaire d'avoir effectivement quelqu'un qui va être capable de faire de la gestion de contenu, de la gestion de la relation client, donc de faire pour nous, pour vous, pour les entreprises, ce qui est essentiel, c'est-à-dire suivre vraiment tout ce que je viens de dire, les réseaux sociaux, la gestion de contenu dessus et la veille autour de ce phénomène. L'idée est évidemment de développer ensuite, à partir de là, des projets innovants ou des produits innovants. Ça a été dit tout à l'heure sur la dernière intervention du collègue qui est là-bas. Je crois que c'est évident. L'innovation devient la clé de voûte aussi de la survie. On ne peut pas continuer à produire les mêmes produits dans les mêmes conditions, les mêmes services. Le collègue d'Amadeus le disait aujourd'hui. Un hôtelier, s'il a un impact sur comment on accède à l'hôtel, comment on connaît la ville, etc., il aura beaucoup plus de pertinence que celui qui est capable juste de louer les chambres. Alors ça veut dire quoi concrètement ? J'avance, ne t'inquiète pas Jean-Bernard. Donc concrètement, qu'est-ce que je veux dire par effectivement embaucher un community manager, un revenu manager ? Évidemment, ça a un coût. Ça veut dire qu'il faut embaucher quelqu'un ou payer une société pour vous aider à gérer ça. Ça va amener donc forcément une réflexion sur la relation client et donc une tentative de recherche de ses besoins et donc éventuellement aussi de générer, comme j'ai dit, des produits innovants. Alors, il faut savoir quand même que ce que je dis là, c'est pas tant novateur que ça, puisqu'il y a déjà des entreprises qui l'ont fait. Je vais vous citer deux exemples qui sont très récents, que j'ai vus dans la littérature. Par exemple, la chaîne Marriott. Il faut savoir que Marriott, ils se sont lancés dans un processus que j'appelle d'airbéinisation, c'est-à-dire qu'ils ont racheté Starwood. Je ne sais pas si vous connaissez Starwood, mais avec ça, ils sont devenus quasiment le numéro 1 de l'industrie hôtelière. Et leur idée, c'est de toucher un public plus jeune en cherchant notamment à proposer des produits adaptés à une clientèle qui n'est pas leur style traditionnel nécessairement, et bien sûr en essayant de générer des prix un peu plus attractifs que ce qu'ils font traditionnellement. J'ai appris récemment, je ne sais pas si vous le savez, qu'il va y avoir une ouverture prochaine à Chamonix, qui est quand même l'exemple type c'est pas là où tout va tout le monde, je dirais, mais à Chamonix, il va y avoir l'ouverture d'un Rocky Pop Hotel, donc qui a pour objectif évidemment de changer un peu l'image de l'hôtellerie de la station, donc de dépoussiérer un peu tout ça, de modifier l'offre et de la tourner justement vers les jeunes et de faire des propositions de tarifs préférentiels. Enfin, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure dans la table ronde, le groupe Accor aussi s'est lancé là-dedans avec le fameux Joey dont on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros l'idée effectivement de développer des espaces communs avec une distinction entre les touristes purs et puis ceux qui sont ce qu'on appelle les turners, c'est-à-dire qui sont proches des villes, etc. Donc des lieux de rencontre, des lieux d'échange, des espaces donc conviviaux, des espaces fun. Je crois que la collègue qui a parlé de ça le disait tout à l'heure. Donc on voit bien qu'effectivement, l'hôtellerie au niveau des grandes chaînes internationales, je pense, a déjà compris un certain nombre de mécanismes et se rapproche un petit peu de la proposition de certains produits qui relèvent de Uber. Alors en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment, l'étape suivante pour les professionnels du tourisme, c'est probablement d'essayer de phagocyter carrément le consommateur, de l'intégrer comme une sorte d'ambassadeur de la marque. Et pour ce faire, l'idée, c'est effectivement de tenter d'avoir des échanges avec lui préalables, de voir un petit peu quels sont ses futurs besoins
pour envisager de mettre sur le marché aujourd'hui des produits qui effectivement vont répondre bien sûr à ces attentes d'aujourd'hui, mais également à ces attentes de demain. Autrement dit, l'idée c'est de se lancer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le web sémantique, je pense que ça parle à certains, c'est-à-dire le web dans lequel j'ai un consommateur qui est donc un client traditionnel, je le connais parce qu'il vient chez moi. Et mon idée, c'est de continuer à le connaître un peu mieux en cherchant à voir quels sont les sites sur lesquels il échange, quels sont les blogs sur lesquels il travaille, et donc essayer de collecter un certain nombre d'informations pour voir un petit peu quelle a été éventuellement l'évolution de ses goûts, et essayer déjà de me projeter en disant, pour la prochaine fois, je vais lui proposer ce produit-là qui va être beaucoup plus en rapport avec ses besoins que le produit que je lui présente aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors, je vais repositionner effectivement ma stratégie en me disant, si je connais mon consommateur, si mon consommateur est satisfait de ce que je vais lui proposer, puisqu'effectivement ma connaissance du consommateur par le web sémantique fait que je suis en mesure d'identifier ses besoins, il va être beaucoup moins critique par rapport à ce que je fais. Donc déjà, je vais faire tomber une partie de la relation un peu dure qu'il y a sur le web, c'est-à-dire la capacité qu'a le consommateur surtout à intervenir quand il a une approche négative. Je vais récupérer l'affaire et essayer de le récupérer en faisant en sorte que finalement, s'il est content de mon produit, eh bien, de fait, il ne va pas tweeter de manière négative. C'est déjà pas mal. Et ça me donnera éventuellement la capacité aussi à montrer, on l'a dit tout à l'heure, les avantages que j'ai en termes de sécurité dans l'hôtellerie, par rapport à tout l'aléa que je peux avoir. Par exemple, si je loue une chambre dans un Airbnb, je ne sais pas toujours dans quelles conditions je vais être. Les assurances, elles marchent nettement moins bien, etc. Donc, on peut imaginer alors que, au travers de la gestion et du Web 2 et ensuite du Web 3, donc se positionner vraiment sur les nouveaux outils, eh bien l'hôtellerie en particulier, le tourisme également aussi et l'économie en général, ça concerne tout le e-business, seront en situation effectivement de se repositionner et éviter finalement d'être toujours dans la discussion consistant à dire ils respectent pas la loi, etc. On l'a entendu beaucoup. Bon, c'est vrai par certains côtés, mais honnêtement, ils sont économiquement actuellement dans une position concurrentielle très favorable et je pense qu'il faut essayer justement de récupérer tout cela, mais ça demande un effort de compétences dans le domaine du e-marketing, comme j'ai essayé de le montrer. Et là, il faut que les professionnels en aient conscience. Embaucher un community manager, eh bien, c'est faire, je dirais, se projeter sur l'avenir et faire à terme des économies, même si évidemment un nouvel employé, ça a un coût, ça modifie la structure de l'entreprise, donc ça a aussi des conséquences. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous dire d'un point de vue économique. J'espère avoir été clair. J'essaie d'aller un peu vite parce que je voulais pas trop qu'on perde de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci à vous.